Bonsoir. Eh bien, nous reprenons l'émission de La France libre de Henri Foucrault, avec ce soir présent en studio Jacques Miard, maire de Maisons-Laffitte et membre honoraire du Parlement et maire de Maisons-Laffitte, Jacques Miard, qui vient de publier au mois de décembre son dernier ouvrage, Quand la France se déchaînera, point de suspension. C'est le brûlot de cette nouvelle année. Chez JDH Éditions, 15 €. Ah, bravo. Nous allons parler pour compléter, mais pour compléter, en fait, je vais passer, comme d'habitude, la parole tout d'abord à Henri Foucrault. Alors, Jacques Miard, donc moi je voudrais vous interroger sur cette Union européenne. Est-ce qu'elle est devenue un piège pour la France? Eh bien, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé parce qu'il faut savoir qu'en réalité, l'Union européenne aujourd'hui est dirigée par Ursula von der Leyen, mais surtout, elle est dominée par la puissance allemande. On peut prendre les éléments les uns derrière les autres. Il est évident que l'Union européenne, qui devrait être, bien sûr, équitable envers tous les États membres, agit aujourd'hui sous l'influence forte de l'Allemagne et que, bien évidemment, la France, en raison de ses faiblesses que nous connaissons bien, en raison des difficultés de Macron qui a perdu toute crédibilité, on constate que nos intérêts sont bafoués. Il y a, premièrement, l'affaire du Mercosur, où pour la première fois, la Commission a ignoré l'opposition de la France et a défendu les intérêts de l'Allemagne qui domine l'Union européenne. Il faut être lucide. Nos agriculteurs, dans cette négociation globale avec les États du Mercosur, ont en réalité été pris comme, je dirais, en otage et ont été sacrifiés sur l'autel de l'industrie allemande. Ça me paraît tout à fait évident. On a vu d'ailleurs au Paraguay, lorsqu'il y a eu, je dirais, la première signature, on a vu Ursula von der Leyen jubiler de manière, je dirais, insolente. Et donc, on constate qu'il faut être lucide, car le malentendu est le mur porteur des relations humaines. Il ne faut pas, je dirais, croire que les Allemands, et j'y reviendrai tout à l'heure, sont, je dirais, nos amis. Ils sont nos concurrents. Tout à fait. Et plus que ça, il y a un vieux fond prussien chez eux où, je dirais, ils méprisent la France dans ses faiblesses. Jacques Miard, est-ce que je peux vous interrompre 2 minutes? On a quelqu'un à prendre au téléphone. Je vous en prie. Guy Giquelot, bonjour. Bonjour Henri. Bon, je vous écoute. Alors, vous voulez nous annoncer quelque chose pour demain? Je viens de couper la parole à Jacques Miard. Excusez-moi Jacques. Allez-y. Oui, écoutez, ce que je voulais dire aujourd'hui, bon, c'est une mauvaise nouvelle. Nous devons dire non. Alors demain, nous aurons un débat pour l'industrie. Bon, l'industrie, il faut réindustrialiser notre pays. C'est un vaste programme, mais elle sera compliquée si on continue à donner des charges et des impôts de ce type. Et mauvaise nouvelle, que nous devons développer, si possible, par un petit quart d'heure. Nous devons dire non au PPA 3. Il était passé par décret, suite au refus du Parlement. Nous devons dire non sur cet engagement financier de 250 milliards d'euros. Le ministre de l'économie annonce d'ailleurs que 200 milliards pour les éoliennes, les réseaux électriques pour la raccordement, avec une multiplication à terme par 2 des tarifs d'électricité, ce qui mettra fin à nos espoirs de réindustrialisation du pays, et entraîneront malheureusement les dépôts de bilan des entreprises énergivores. Très bien. N'oublions pas non plus. Voilà. Et je voudrais compléter autre chose. Mais, Dites-moi. Allez-y. Dites-moi, Guy.
Dites-moi, vous voulez compléter par quoi? Alors, nous, c'est simplement de dire qu'il y a quand même des risques techniques très graves que l'on connaît sur la filière nucléaire. Vous vous rappelez, le 19 juin, nous avons fait un débat où nous avions fait donner la parole à M. Pervers de la PNC pour revenir sur le blackout qui s'est passé en Espagne. Les Espagnols, pendant 32 heures, ils n'ont pas eu de courant. Oui. Coupure, blackout total. Et M. Pervers nous a bien confirmé que tout ça c'était lié aux énergies renouvelables qui, étant prioritaires, prenaient toute la place. Et le jour où ils avaient moins d'énergie renouvelable, ils pensaient se débarrasser du nucléaire. Et bien, non, ils ont disjoncté. Et en plus, alors, je vous donnerai d'autres éléments, mais je vous écoute parce que je veux quand même qu'on parle un petit peu d'autres sujets. Oui, mais là, je vais avoir Jacques Miard pour un bon moment, ou alors je vous rappelle tout à l'heure. Vous nous écoutez, là? Oui, comme écoutez, vous me rappelez à quelle heure? Oh ben sans ça, vous pouvez rester branché et nous écouter. Je reste branché. D'accord. Donc je redonne la parole à Jacques Miard sur le problème de l'Union européenne. Alors, effectivement, salut Guy. Pour ce qui est des énergies renouvelables, et notamment des ventilateurs calés en mer ou ailleurs, il faut savoir que nous payons tous 35% de plus le prix de l'électricité pour justement financer tous ces non-sens. Et c'est quand même absolument scandaleux. Et tout ça au nom de l'idéologie. C'est-à-dire qu'on part du principe que, bien évidemment, les énergies renouvelables, c'est l'avenir, alors que c'est un non-sens. Et comme vous l'avez dit, comme vous l'avez souligné, lorsqu'elles tombent en rade pour des raisons X, eh bien, la reprise ne peut pas se faire par l'énergie, notamment nucléaire, voire les lacs et l'hydroélectrique. Et donc, on est en face d'un non-sens économique et d'un non-sens de sources énergiques. Voilà. Alors, je voudrais revenir effectivement sur ce que je considère aujourd'hui être un piège. Après, bien évidemment, l'affaire du Mercosur, où l'Allemagne et notamment la Commission avec Ursula ont donné, je dirais, l'avantage à l'industrie allemande. Il faut parler aussi un peu des panneaux solaires avec la Chine. Il fut un temps, en 2013, où la France, avec quelques autres États, demande à l'Union européenne d'imposer des taxes anti-dumping sur les produits chinois qui sont subventionnés pour conquérir des marchés européens. Refus de l'Allemagne. L'Allemagne a dit pas question. Pourquoi? Parce que ce qu'elle voulait, c'est continuer à vendre ses voitures en Chine et que, bien évidemment, elle se disait qu'elle aurait l'avantage dans ce commerce. Manque de peau, ce qui s'est passé, c'est que finalement, les photovoltaïques ont envahi l'Europe. Et sont devenus telle enseigne qu'il n'y a plus un seul producteur européen sur le photovoltaïque et que c'est la faute de l'Allemagne. C'est pas pour autant qu'elle a hyper développé la vente de voitures en Chine, parce qu'il y a une concurrence très forte, bien sûr, des voitures chinoises. Et donc, il est évident que l'Allemagne, croyant être la championne et croyant pouvoir, je dirais, mater le pion aux Chinois, eh bien, s'est retrouvée dans une impasse. Et j'ai cité dans un communiqué Antonin Artaud qui dit « Il n'y a pas de péril absolu pour qui s'abandonne ». Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en réalité, on voit très bien que l'Allemagne s'est abandonnée et s'est livrée pieds et mains liés à la Chine. Alors, dans le problème des photovoltaïques, mais par ailleurs, ça ne saurait tarder. Et puis, il y a surtout une affaire dans les relations franco-allemandes du nucléaire et la fameuse taxonomie.
Vous savez que sous l'expression des Verts allemands, les Grünen, hein, ils resteront verts, je dirais, pour leur programme De rage. politique, pour la bonne et simple raison qu'ils ne seront jamais mûrs, c'est-à-dire qu'ils ne seront jamais à même de comprendre les relations internationales. Et donc, l'Allemagne a renoncé au nucléaire, et ça, c'est Merkel qui a pris cette décision pour leur plaire dans un contexte intérieur. Et donc, il y a fallu, notamment, il y a un règlement européen qui est la taxonomie, qui liste les activités qui peuvent être considérées comme des activités durables. Aux surprises, le nucléaire ne figurait pas dans les projets du règlement. Et il a fallu se battre, hein, la France a dû se battre pour que ce règlement mentionne et adopte que le nucléaire était quelque chose qui respectait l'économie durable, et donc ça n'a pas été sans mal. Tout ça m'amène bien évidemment à parler, et il y a encore des nouvelles qui sont arrivées ce matin, c'est que le couple franco-allemand dont on se gargarise en France, hein, ou dont on dit que, bien évidemment, c'est le moteur de l'Europe. Bon, c'est toujours l'illusion totale qu'il faut toujours aller plus loin dans une vision qui est fédéraliste. Alors même que les États sont contre, et les Allemands d'ailleurs rechignent également à tout aspect fédéral. Mais ce qui est certain, c'est que parler du couple franco-allemand chez nous, en France, c'est une illusion. Les Allemands n'en parlent jamais d'ailleurs du couple franco-allemand, et donc c'est bien la preuve, là encore, qu'on prend nos illusions pour des vérités. Et je cite à chaque fois, bien sûr, ce que De Gaulle a appris de l'expérience et de ce qui, dans la conduite des affaires de l'État, les États n'ont pas d'amis. Et donc, on devrait revenir à cet effet, je dirais, à ce principe fondamental et faire attention à ne pas se bercer d'illusions. Et alors, je voudrais, puisqu'on est sur les relations franco-allemandes, vous avez vu d'ailleurs ce matin qu'il y a quelques articles très intéressants dans la presse qui montrent qu'il y a des tensions très fortes, notamment en ce qui concerne l'armement, les programmes d'armement franco-allemands, à telle enseigne d'ailleurs que même Macron est tombé de la chaise, croyant que, bien sûr, il pourrait ramener, je dirais, le chancelier Merz dans son giron. Eh bien, rien de tel n'est vrai. Et on constate qu'aujourd'hui, je dirais, les relations franco-allemandes en matière d'armement sont terriblement difficiles, et que les Allemands en font qu'à leur tête, et on ne peut pas dire qu'ils veuillent ils veulent toujours, je dirais, aller leur train. Et alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont dit, et le ministre des Armées du côté allemand reproche à la France de ne pas avoir suffisamment de dépenses pour ses armées, alors même que les Allemands disent on va dépenser 100 millions d'euros, 100 milliards d'euros, et surtout, on va être l'armée conventionnelle la plus nombreuse en Europe. Ah oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, ces chers amis allemands vont continuer d'acheter plus que jamais, n'est-ce pas, plus que jamais du matériel américain. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont aucune autonomie en matière d'armement, et ils sont complètement pieds et mains liés par, je dirais, leur système d'armes qui ne peut fonctionner que par bien évidemment,
des produits américains. Ils vont acheter des avions américains, comme les Danois d'ailleurs, et il est clair qu'ils n'ont aucune liberté pour se délier de la mainmise américaine. Et donc, ça montre que lorsque on parle avec nos amis allemands de défense européenne, eh bien, il faut y regarder à deux fois et qu'en réalité, on risque de se faire berner. Il me semble même d'ailleurs que le président de la République commence à s'en apercevoir et il a menacé d'ailleurs, s'il n'y a pas d'accord pour l'avion du futur, eh bien, il n'y aura pas de poursuite du projet sur le char. Eh bien, il aurait dû s'en apercevoir depuis longtemps. Il est évident que nous avons, avec l'Allemagne, je dirais, un État, et ce n'est pas moi qui vais le reprocher, qui défend ses intérêts. Et nous, par bêtise, par, je dirais, naïveté, on se lie à l'Allemagne et en réalité, aujourd'hui, l'Allemagne en fait qu'à sa tête parce qu'elle a décidé que c'était comme ça et qu'à la limite, elle n'a aucune latitude vis-à-vis des Américains dans leur système d'armes qui est effectivement géré à partir d'un matériel, je dirais, américain et dans lequel elle ne peut pas se départir. Voilà où on en est aujourd'hui avec l'Allemagne. Et je voudrais ajouter une chose, Henri, c'est qu'il y a longtemps que je connais les Allemands et que pour avoir la paix en Europe, c'est très simple. Il faut que la masse française soit l'équivalent de la masse allemande. Il n'y a aucune... Et ce n'est pas un problème de dire ils sont nos adversaires, nos ennemis, non. Mais c'est une question de puissance au sein de la coopération en Europe. Et il ne faut surtout pas croire qu'ils vont, je dirais, nous aimer sous prétexte que la cuisine française est peut-être meilleure que la cuisine allemande. Elle fait au beurre. Voilà. Alors, je vais redonner la parole à Guy Gicquelot. Guy, vous avez quelque chose à rajouter à votre discours et je rendrai la parole ensuite à Jacques Miard. Oui, je voulais simplement, et c'est ce que disait Jacques Miard, dire pourquoi le prix de l'électricité s'est multiplié par 2. La Commission européenne, entièrement pilotée par l'Allemagne, on les connaît, Jacques a bien dit les erreurs qui sont faites, se trompe totalement sur la politique énergétique. Et malheureusement, la France se fourvoie encore plus en voulant suivre les injonctions de la Commission. Pour nous, il faut savoir dire non. Le PPE3 va tuer la transition énergétique. Pour plus de détails, je vais vous dire un article que j'ai lu récemment. Nous sommes également dans la revue Énergie, pilotée par notre ami Fabien Bouglet. L'article est le suivant. Nous sommes également en train d'auto-détruire notre système électrique avec le déversement des renouvelables. Le magazine Transition publie en exclusivité un entretien choc avec André Palus, secrétaire national Affaires publiques et européennes du CFE, syndicat des salariés EDF, ingénieur nucléaire pendant 30 ans. Dans cette interview, basée sur des considérations scientifiques et techniques, il nous alerte sur le danger extrême que court le système électrique français, soumis à une trop forte pression des énergies intermittentes. Pilotable, oui, mais pas toujours à 20%. Et on va au-devant de catastrophes. Aussi, le gouvernement a fait pression à l'EDF pour empêcher la publication de ce rapport. Donc, je dis attention au danger, aux politiques de bien rager. Tout à l'heure, il y a une demi-heure, en écoutant Bruno Retailleau sur une intervention, il nous disait que dans son programme, s'il arrive au pouvoir, il arrêterait immédiatement le décret PPE3, qui est un non-sens, où on va au drame. Voilà un petit peu ce que je voulais ajouter. Et bien sûr, je reste à votre écoute s'il y avait des questions, des compléments. Guy, on a une heure. On se voit demain, il y a une réunion demain. On va reparler de ça. Moi, je vous parlerai de la TVA sociale. Là, je relaisse la parole à Jacques Miard. Et je vous remercie, Guy Gicquelot, de votre intervention qui était de qualité et qui traite toujours de sujets extrêmement importants. Merci. Au revoir, Guy. Merci, et bon Guy. courage à toi. Alors, je voudrais d'ailleurs revenir parce que
je dirais, la saga des relations franco-allemandes continue. Ça fait déjà quelques temps, quelques décennies, bien sûr, qu'on les connaît. Il ne s'agit pas de refaire la guerre à l'Allemagne, hein. Mais il s'agit quand même de savoir comment ils agissent et surtout si nous, on se berce d'illusions. Alors, ce matin est paru d'ailleurs dans le Figaro, qui fait des articles de fond, un très intéressant article qui montre que l'Allemagne est en train de faire la cour à l'Italie. Et que, bien évidemment, ils se disent, après tout, alors c'est pas tout à fait, je dirais, neutre dans l'esprit du chancelier. Parce qu'il y a une vieille tradition, je dirais, des Allemands à aimer et aller voir, je dirais, le soleil d'Italie. Il y a notamment des poèmes allemands qui parlent justement de cette attirance pour le Sud. Et cela est intéressant. Mais il y a quand même un petit hic. Le hic, c'est que nos chers amis italiens ont pour habitude, comme disait Saint-Simon, de terminer une guerre dans l'autre camp qu'ils ne l'ont commencé. C'est connu. Et donc, notamment, en 1914, je voudrais rappeler ça, ils étaient avec l'Empire allemand et ils étaient aussi avec l'Empire autrichien-hongrois, mais ils sont tenus à carreau et ils ont rejoint la France et le Royaume-Uni, comme par hasard. Inutile de rappeler également qu'en 1939-1945, le Benito nous a fait la guerre. Il s'est pris d'ailleurs une raclée sur les Alpes. Mais enfin, on était à genoux. Et bien évidemment, il s'est fait chasser du pouvoir. Et nos chers amis italiens ont terminé la guerre avec les Américains. Et c'est pour ça que les Américains leur ont rapatrié la mafia. Il faut le savoir. Mais voilà. Vous savez, avec nos amis italiens, il faut savoir où on met les pieds. Hein? Et ça a toujours été le cas. Et donc, ce matin, d'ailleurs, je vais vous lire, parce que vous avez acheté sans doute le Figaro, les nouveaux ratés du moteur franco-allemand. Voilà, c'est le titre. Et donc, les désaccords entre Paris et Berlin se multiplient. L'Italie s'impose peu à peu comme un nouvel allié de choix pour l'Allemagne. Bon courage. Mais ce qui est certain, c'est que ça pose quand même de multiples problèmes et qu'on ne peut pas, je dirais, croire. Alors, nous, c'est très simple. Comme l'a dit Dassault, on est parfaitement capable de développer nous-mêmes un avion du futur et on n'a pas besoin des Allemands. Et voilà comment ça se passera, parce qu'on a quand même des expériences. Dassault est le pilote. Dassault a les brevets. Dassault développe à chaque fois tous ces appareils comme le perroquet. Le perroquet, vous savez comment il monte l'échelle? Il cadenasse une patte, il lâche l'autre, il la fait passer devant et comme ça, il avance et il monte l'échelle. Eh bien, Dassault, s'il est le pilote, vous savez, c'est très simple. Il y a tout un tas d'industriels, par exemple les Suédois, par exemple des Autrichiens, qui, à partir du moment où la maîtrise d'œuvre est assurée par Dassault, qui viendront naturellement, je dirais, s'agglutiner sur le maître d'œuvre, et c'est-à-dire Dassault. Et cela d'autant plus que, vous savez, il y a eu une crise assez forte d'ailleurs, ça m'a été d'ailleurs compté par des gens de chez Dassault, où les Allemands avaient exigé que Dassault leur livre les brevets qu'ils avaient pour pouvoir être sur un pied d'égalité. Bien évidemment, Dassault, il n'en est pas question. Hein, et donc, de ce côté-là, les Allemands ont fait chou blanc. Ça montre qu'il ne faut pas, je dirais, rêver et qu'il faut reconnaître les rapports de force
et qu'en matière d'armement, notamment, on a des capacités. Bien évidemment, ça ne signifie pas que d'autres n'ont pas de capacité, mais il s'agit de voir comment on monte les projets de coopération qui doivent être aux mains d'un seul, et il doit y avoir, comme on dit souvent, il doit y avoir un pilote dans l'avion. Et Dassault, pour moi, est véritablement une industrie qui a toutes les capacités pour mener à terme les projets qu'il a en tête et sur lesquels il a déjà commencé. Donc, si M. Merz, qui est le chancelier allemand, veut batifoler avec les Italiens, eh bien, on lui souhaite bien du plaisir, parce qu'ils se sont fait quand même avoir quelques fois avec les Italiens, et ça pourrait bien continuer. Oui, Jacques, vous avez fait une intervention à l'Institut de formation politique de Paris. Oui. Le titre est quelque chose qui est superbe. Une France enchaînée dans un monde déchaîné. Vous avez tout à fait raison. Eh bien, écoutez, oui, on va en dire un mot. J'ai parlé pendant 1h30 avec des jeunes gens qui étaient soit en maîtrise, soit qui faisaient des études de géostratégie. C'est mon ami, d'ailleurs, qui dirige la revue Conflit, qui m'avait invité et qui a créé Conflit, qui est très intéressant. Et donc, à chaque fois qu'il m'invite, j'y vais volontiers. Alors, effectivement, j'ai choisi le titre que vous venez de rappeler, qui est « Une France enchaînée dans un monde déchaîné », et j'ai rajouté « Quelle politique faut-il avoir pour faire face à cet état des relations internationales ?» Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, la politique étrangère et la politique intérieure, c'est pas la même chose. Non. Mais c'est très lié. Et que la politique intérieure peut avoir des conséquences sur la politique étrangère et réciproquement. Donc vous ne pouvez pas, je dirais, les traiter avec des écluses parfaites. Hein, c'est évident. Et donc, j'ai fait une analyse en reprenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une partie de ce que j'ai déjà, je dirais, développé dans mon livre « Quand la France se déchaînera ». Le premier gros problème qu'a la France, c'est d'être enchaînée par les idéologies. C'est-à-dire que les idéologies, dans l'ordre interne, pensent pour vous. Et alors, bien sûr, il y a eu l'idéologie pendant des décennies du communisme, hein, piloté par l'Union soviétique, et bien évidemment, on se souvient que c'était vraiment le pays parfait. Hein, et les masses, les intellectuels même, les masses populaires en France pensaient qu'il fallait aller vers un régime communiste. Et puis, bien évidemment, il y a eu quand même quelques déceptions. Gide, qui avait fait ce voyage en URSS, et quand il est revenu, il a quand même viré sa cutie. Hein, et il a compris que ce n'était pas le paradis terrestre. Il y a donc une idéologie communiste qui a disparu, mais il semble qu'elle ait été remplacée par ce que nous appelons l'homisme. Alors l'homisme, c'est, je dirais, le triomphe des droits de l'homme, de l'humain, erga omnes, sur toute la planète. Manque de peau, on ne peut pas dire que l'homisme soit, je dirais, une conception universelle et qu'elle ait la réponse à tout. Pourquoi ? Nous avons, nous, en Europe, et avec parfois les Américains, mais on peut en douter, une conception individuelle de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il existe en lui-même en tant qu'individu parce qu'il est né et qu'il a donc des droits. Et vous savez, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il a des droits, mais il a aussi des devoirs.
Cela étant, cette conception individualiste qui est celle des pays européens aujourd'hui, malheureusement, elle n'est pas partagée par des États où l'individu n'est rien sans le tout. Alors on va prendre par exemple l'islam, c'est-à-dire que l'individu n'est rien sans l'Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants. Et donc, c'est la communauté des croyants qui pense pour lui et qui doit, on y reviendra tout à l'heure, dans un autre sujet, et c'est donc la communauté des croyants qui pilote l'individu. Et donc, nous avons un peu de mal à comprendre que, justement, quand on parle à quelqu'un qui est dans l'Oumma, on peut parler à un homme qui est intéressant, un homme qui va nous comprendre, avec lequel on va avoir un dialogue important, fécond, mais ne vous trompez pas. Vous parlez à un homme qui n'est rien sans l'Oumma, et que cet homme que vous avez en face de vous, cet intellectuel musulman, il n'a aucune influence sur la totalité des croyants. Et ça, il faut en être tout à fait conscient. Et puis, il y a, et ça pour moi, je trouve qu'il va falloir quand même réagir, il y a une idéologie qui a perduré en France depuis un temps certain, c'est l'euro-béatitude. Ah oui. Quand je dis euro-béatitude, c'est l'idée que c'est Tonton, vous connaissez Tonton, hein, qui a été président de la République, qui a terminé d'ailleurs d'une drôle de manière. Il était pratiquement plus catholique que l'évêché. Mais enfin bref, Tonton disait, la France est notre patrie, notre avenir, c'est l'Europe. Eh bien non. Moi je dis non. Ce n'est pas vrai. Mais ça a été vrai pendant énormément, je dirais, de gens, d'intellectuels qui ont tout mis et ont tout misé sur cette eurobéatitude et ont agi en fonction. L'Europe a des difficultés, c'est tout simplement parce qu'on n'en a pas fait assez. C'est la fuite en avant permanente, hein, pour bien évidemment essayer d'être au top, et ça conduit à une impasse. Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui qu'en Europe, y compris d'ailleurs l'Allemagne, avec un certain nombre de déclarations, la Cour de Karlsruhe a dit très clairement que rien ne pourrait être fait en Europe sans que la Diète fédérale, c'est-à-dire le Parlement allemand, ne donne l'absolution. Et donc, et que par ailleurs, ils ont une folle envie de retourner à l'intergouvernemental. Et donc, l'eurobéatitude, pour moi, qui a été une idéologie pratiquement à partir, je dirais, de la déclaration de Monnet en 1950, mais tout simplement parce qu'elle s'expliquait, parce qu'il y avait eu des guerres avant, il faut reconnaître, et qu'il fallait avancer dans, je dirais, une fraternité avec toute l'Europe dans un projet commun. Mais la réalité d'aujourd'hui montre que ce n'est plus véritablement une chose d'avenir, elle est en crise, on pourra en dire un mot, et il faut savoir aussi une chose, et ça c'est très important, c'est que si la France a une dimension continentale, elle a aussi une dimension méditerranéenne. Tout à fait. Et africaine. Et donc, là-dessus, on n'a pas besoin d'avoir avec nous des gens qui vont nous tailler des croupières pour piquer des marchés. Et donc, il faut qu'on joue notre propre carte. Absolument. Sur, bien sûr, les enjeux méditerranéens. J'ai fait en 1995, d'ailleurs, un rapport à l'Assemblée nationale où je n'ai pas une virgule à changer aujourd'hui et qui montrait que c'était les nouveaux enjeux. Et pour nous, c'est vital. C'est vital parce que c'est en Méditerranée qu'on compte. C'est vital parce que l'Afrique est une bombe démographique et qu'on a intérêt à faire attention. Deuxième problème que connaît aujourd'hui la France, c'est qu'on est bercé par l'illusion de l'état de droit.
Alors vous entendez actuellement ces dogmes journalistes ou professeurs qui vous disent sur les chaînes, mais c'est l'état de droit, c'est un avantage, etc. Et donc, ils disent qu'il y a de l'état d'État. Et on entendait encore ce matin le président du Conseil constitutionnel qui présentait l'état de droit comme vraiment je dirais, un dogme, un axiome de base de nos civilisations. Il est vrai qu'il y a des règles assez fondamentales en matière de droit, que ça rejoint un peu l'état de droit universel, mais je refuse totalement l'idée selon laquelle l'état de droit serait immuable. Tout à fait. Ce n'est pas vrai. Absolument. L'état de droit peut évoluer, l'état de droit peut effectivement donner à chaque citoyen des droits réels, mais il faut savoir aussi que l'état de droit, ses principes et ses valeurs peuvent évoluer en raison des nécessités, en raison, je dirais, de la volonté du peuple, hein, Et de l'évolution de la société. et de l'évolution de la société, et ça, c'est, à mon avis, fondamental. Un sujet qui me tient à cœur également et qui, à mon avis, montre que la France est enchaînée, on a un pays aujourd'hui, n'en déplaise à certains juges, c'est eux qui gouvernent. Je m'explique. La loi n'est plus ce que va voter le Parlement. La loi va être ce qui sort de l'interprétation par la voix Tout à fait. du juge. Et que c'est, en définitive, le juge qui va avoir raison. Et j'en veux pour preuve, que très souvent, on a eu des juges, on a des juges tout à fait hors classe, mais on en a eu quelques-uns aussi qui étaient des militants politiques. Le mur des cons, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Ensuite, il y a eu quelques juges qui disaient très clairement qu'il fallait toujours défendre la victime et l'ouvrier, et puis taper sur la gueule du patron. Ouais. Hein. Ça, on l'a vu, ça a été dit et répété. Et donc, je crois que là encore, il faut raison garder et ne pas croire que d'ailleurs les juges, je suis désolé, bien sûr ils jugent en fonction des lois, mais parfois ils les interprètent à outrance et parfois même ils les ignorent, hein. On a vu ça assez souvent. Et donc, certains, et notamment certains journalistes, vous avez déjà entendu sur un certain nombre de chaînes, parler du pouvoir judiciaire. Ben non, il n'y a pas de pouvoir judiciaire. La Constitution dit que c'est l'autorité judiciaire et que les pouvoirs aujourd'hui, c'est le législatif et c'est l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, etc. Ça, ce sont des pouvoirs. Mais parler et qualifier le corps judiciaire de pouvoir, c'est très dangereux et surtout, ça, je dirais, ça mène l'ensemble du système dans une impasse. Parce que certains, j'en termine sur ce point précis, enfin pour ce qui est des juges, hein, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire, il faut savoir que beaucoup de magistrats souhaiteraient bien évidemment que le parquet soit indépendant. Il n'en est pas question. Tout à fait, on est d'accord. Il n'en est pas question. Le parquet parle au nom de l'acquisition publique et il est tout à fait légitime que ce soit le gouvernement, le garde des Sceaux, qui donne des instructions générales. Il ne s'agit pas d'intervenir dans l'affaire un tel ou un tel, mais qui donne des instructions générales pour poursuivre. Et je rappelle que l'accusation publique en Angleterre est portée par la police. Tout à fait. Voilà. Et donc, moi, je suis d'avis d'ailleurs qu'il faudrait donner un statut particulier au parquet, c'est-à-dire qu'il ne soit plus, je dirais, dans le corps des magistrats. Alors, ils ne veulent pas, parce que ce serait scindé, mais enfin, qui gouverne ? Le Parlement bien sûr. ou le corporatisme des juges ? Jacques Miard, justement, à ce propos-là, pour résumer un petit peu ce que vous venez de dire, ni République des juges, ni démocratie d'opinion.
Ah ben ça, c'est évident. Voilà. Le problème, c'est que si vous jouez uniquement avec les médias, vous êtes sûr. Il y a un ami, un jour, on avait fait un colloque d'ailleurs au Sénat, qui me disait la démocratie. Alors, c'est le jugement de Ponce Pilate qui est en train de juger le Christ, et il pose la question qui voulez-vous que l'on gracie, Barabbas ou le Christ? Et le peuple répond Barabbas. Voilà. Et donc, il me disait voilà la démocratie. C'est que la démocratie, c'est-à-dire l'opinion publique. Tout à fait. Ça, il faut faire attention. Qu'il y ait des garde-fous, et ça, c'est le rôle du politique. Le politique doit être cohérent. Et personnellement, c'est ce que certains me reprochent ou reconnaissent que je suis. C'est-à-dire un politique, il ne doit pas être une girouette. Il doit être sur ses convictions, les défendre avec rationalité et persévérance, et il n'en change pas. C'est comme ça qu'un jour, un Premier ministre est venu me voir en me disant « Jacques, je viens te voir parce que tu n'as jamais changé d'opinion sur l'Union européenne. » Ce à quoi je lui dis « Ben oui, tout simplement parce que vous avez créé une usine à gaz qui ne peut pas fonctionner. » Voilà. Et tous les jours, aujourd'hui, on voit très bien que c'est là. Alors, il y a aussi un problème, c'est la langue française. Camus disait « La langue française, c'est ma patrie ». Et qu'est-ce que l'on voit? On voit l'actuel locataire de l'Élysée annoncer à longueur de temps le globish, organiser des colloques à Paris en disant en globish qu'il faut choisir la France, donc je ne parlerai pas, qui a eu le culot de parler à la Humboldt Universität à Berlin en anglais, alors même que Berlin a été, je dirais, un grand élément de la francophonie et que les protestants ont beaucoup, je dirais, œuvré à Berlin et qu'il y a toujours de suaves expressions dans le berlinois qui sont là et qui prouvent, je dirais, l'imprégnation de la langue française à Berlin. Donc, parler anglais à l'Humboldt Université, c'est une trahison. Et précisons que Humboldt parlait parfaitement français Bien de sûr. mère française. Mais bien Voilà. sûr, mais bien sûr. Voilà. Messieurs, je vous coupe 2 minutes. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Merci. Alors, sur la langue française, moi, je suis vent debout Oui. contre l'actuel annoteur, je dirais, de l'Élysée. Alors, il s'en est, je dirais, racheté légèrement en créant le centre de la langue française à Villers-Cotterêts, dont acte. Mais ça ne l'empêche pas. Et encore, ce matin à Munich, il a parlé qu'en anglais. C'est lamentable. Il a complètement oublié qu'il est le président de la République et que la Constitution lui dit que la langue française est la langue de la République. Absolument. Et que dans les relations internationales, c'est très grave. Pourquoi? Parce que comment voulez-vous que l'on puisse, je dirais, dire aux Africains qui parlent le français qu'il faut apprendre le français et œuvrer dans la francophonie? Ils vont nous dire, mais attendez, Vous faire voir. arrêtez. C'est comme ça qu'à Alger, maintenant, ils essayent d'imposer l'anglais pour nous emmerder, bien sûr, et parce que Macron décadent est allé leur dire que, bien évidemment, la France avait commis des crimes contre l'humanité en Algérie. Hein. Eh bien, c'est preuve qu'il connaît très peu l'histoire de l'Algérie et que l'Abdelkader, qui nous avait combattus, est quand même quelqu'un qui a reconnu que la France Et qui nous a aidés, à la œuvrait, etc. Et donc, c'est pitoyable que l'on ait, je dirais, le président de la République qui méprise à ce point nos intérêts linguistiques aussi. Vous savez, une langue, c'est pas fait pour vendre des cacahuètes. Non. Une langue, c'est un portail
sur toute une série d'activités. Et donc, et notamment, je dirais, c'est un moyen de stratégie d'influence. Et la raison pour laquelle il faut développer notre langue, la parler et exiger dans les relations internationales, comme je l'ai fait à plusieurs reprises d'ailleurs, que bien évidemment les textes soient diffusés en français et que ça nous déplaise ou pas. Et là encore, je tiens à vous dire qu'un jour, j'étais à l'OMPI et que j'avais demandé, on avait un problème d'amendement, et bien évidemment, j'ai dit, écoutez, suspension de séance, parce que moi, je veux la version française. Et j'ai vu la déléguée allemande partir en colère. Et que nos chers amis allemands, qui ont épousé, bien sûr, pour vendre des cacahuètes comme ils savent le faire, le globish, étaient furieuses que je demande, bien évidemment, la traduction d'un texte que nous allions débattre, pour pouvoir bien le comprendre. Voilà. Et donc ça, c'est pour moi un crime, je dirais, la pire des choses, culturel. Vous voyez ce que je veux dire? Culturel. Car nous sommes, en réalité, nous sommes pétris par notre langue. Sujet, verbe, complément, c'est le génie de la langue française. Et je vais vous apprendre, chers auditeurs, quelque chose que je dis toujours sur l'article 212 du Code civil, en disant que les époux se doivent secours, assistance, respect, et l'autre, je ne sais plus, enfin bref, sujet, verbe, complément, c'est une structure qui ne vient pas du latin, c'est une structure qui ne vient pas de l'allemand où il faut attendre le dernier mot pour comprendre ce qu'il en va. Nos ancêtres, les Gaulois, écrivaient avec l'alphabet grec dans cet ordre des mots. Bon, et donc c'est bien la preuve. En réalité, on a un enracinement, je dirais, ancestral dans ce que nous sommes. Et pour moi, la France, est, bien sûr, à Reims, il s'est passé des choses, mais que c'est bien plus antérieur et qu'en réalité, nous sommes tous des Gaulois réfractaires et que jamais Jules, il faut arrêter, Jules n'a pas véritablement réussi à coloniser la Gaule. C'est pas vrai, il y a toujours eu des révoltes d'ailleurs. Mais enfin bref, il nous a apporté quand même quelque chose, mais jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas lui qui commandait partout en Gaule. Voilà. Alors ensuite, je voudrais dire aussi que dans l'ordre des choses d'une France qui a des problèmes, c'est bien sûr les difficultés économiques. Et là, je crois que tôt ou tard, vous savez, la France s'est redressée à partir de 1945, etc., parce qu'il a été fait par la création, notamment des banques, de la Banque de France, les avances au Trésor. Et que ça a permis de relancer l'économie en créant des emplois. Alors, c'est vrai que ça a eu un petit effet d'inflation, mais à partir de Maastricht, ça a été interdit. C'est pas grave, l'inflation. Mais non, vous avez raison, parce que ça permet aussi de rééquilibrer. D'ailleurs, Artus a dit encore dans quelques articles que j'ai retrouvés, en disant, de toute façon, normalement, si on n'était pas justement dans l'euro, qui est un carcan, eh bien, il y a longtemps qu'on aurait dévalué et on serait reparti. Parce qu'il faut regarder les choses. Si vous permettez. La France, actuellement, elle est bloquée avec l'euro parce que ce que vous dites sur la Banque de France, ça n'existe plus. Vous avez la première économie du monde, les États-Unis, qui actuellement ont dévalué leur monnaie ou fait dévaluer leur monnaie de 16%. Le yuan, deuxième économie du monde, a fait dévaluer le yuan de 22%. Mais oui. Et alors nous, on peut plus. Mais c'est pas simplement ça. C'est que nous, on est tirés vers le haut par le marque. Je vous ai toujours raconté que ce qui s'est passé entre 1973 et 89, c'est le fait qu'on a arrimé à l'époque le franc aux marques et que ça a étranglé l'économie française et que la dette française à l'époque a augmenté de 21,5% et que nous avons eu à la fin 1 million de chômeurs. Et c'est là où les Italiens
où on gueulait comme des veaux en disant les Italiens font de la dévaluation compétitive, c'est là où l'eau minérale italienne a taillé des coupères à Perrier et a gagné des marchés en France. Donc la monnaie, tant externe qu'interne, et que c'est depuis 2002-2003 que la balance commerciale française est en déficit permanent. Et alors on nous dit, mais les Italiens ont réussi, tout simplement parce que les Italiens ont eu cette intelligence de garder une monnaie compétitive. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas que ça aussi, Jacques Miard. En ce qui concerne l'Italie, il faut le dire, l'Italie actuellement reproche aux entreprises françaises d'acheter les entreprises italiennes. C'est les entreprises françaises qui travaillent en Italie et qui font bien sûr. Oui, non, mais les Italiens ont mené une politique d'investissement très forte qui nous manque. Alors, il y a aussi un problème majeur, c'est que la France est engluée par la technocratie. Ah oui, ça. Alors, les normes, etc. Et alors, je vais vous dire une chose, et malheureusement, tout législateur, et je l'ai été pendant un moment, nous avons voté des lois qui donnaient le pouvoir à l'État profond. C'est-à-dire que, d'une manière permanente, l'État profond recevait la possibilité d'édicter des normes, être le garant, je vais être par exemple des copulations des coccinelles, de protéger autre chose, etc. Et donc, petit à petit, la technocratie, c'est-à-dire a pris le pouvoir, et c'est l'État profond, et elle est en main des technocrates qui ont édicté et qui continuent d'édicter des normes qu'ils envoient bien sûr aux élus. Cela fait qu'aujourd'hui, le pouvoir politique, que ce soit les députés, que ce soit bien sûr les maires notamment, sont pieds et mains liés par ce pouvoir qui est, je dirais, la totalité de la technocratie. C'est assez dramatique. Voilà. Et donc ça, il y a un moment où il va falloir qu'on reprenne le pouvoir. Oui, tout à fait. Parce que et j'ai fait une étude d'ailleurs du porté à connaissance, notamment de la région, où le préfet de région a envoyé à la région qui modifiait son schéma directeur aujourd'hui d'environnement, et il lui a dit, vous devez respecter, mais il y en avait une kyrielle d'édictions qui venaient de l'État, loi qui avait été votée par le Parlement, mais à force de voter des lois qui, je dirais, entravent l'exécutif, vous aboutissez à un État qui est complètement dans la main de l'État profond et des technocrates. Alors ça me paraît un vrai problème. Et puis, il y a aussi, en matière d'une France enchaînée, le 10 millefeuille territorial. Parce que là, vous avez de multiples strates qui font que, bien évidemment, vous vous retrouvez. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les Français aiment beaucoup les maires. Et ils s'adressent aux maires dès qu'il y a un problème. Mais je crois aujourd'hui que les communes et les maires, quelque part, sont des institutions, une collectivité et des élus en voie d'extinction. D'étouffement et d'extinction. Ils n'existent plus. Si ça continue, le prochain maire, quel qu'il soit, les prochains maires auront un seul droit. C'est-à-dire d'aller déposer une gerbe au monument aux morts et à la démocratie défunte. Parce que les communes, alors il y en a divers tailles, ça c'est vrai, mais les communes, c'est vraiment là où se fait la démocratie. Alors bien sûr, vous me direz, mais il y a des petites communes, ils n'y arrivent pas. Alors ça, c'est le problème des rues-urbains. Les rues-urbains, vous savez, ce sont ces gens-là qui, on va prendre la région parisienne, qui fuient Hidalgo. Et pour fuir Hidalgo, ils vont s'installer dans des petites communes, mais bien sûr, ces petites communes n'ont pas tous les services qu'ils ont dans une grande ville.
et ils exigent la même chose. En réalité, c'est un oxymore, ils sont en contradiction. En réalité, ils veulent créer des villes à la campagne. Mhm. Ben, ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Et quand vous allez effectivement vous dire, j'en ai rencontré une récemment qui me disait qu'elle était venue à Maison Lafitte, c'est une femme qui travaillait pour une chaîne légèrement gauchiste, et qu'elle me dit, j'avais besoin de respirer et d'être dans la nature. Et nous avons des arbres à Maison Lafitte et la forêt de Saint-Germain qui jouxte la ville. Et j'ai failli lui dire, mais ce n'était pas le moment, j'ai dit, mais madame, dans votre chaîne, vous diffusez à longueur de temps, vous valorisez les lois du flot, tout ce bétonnage en région parisienne, et que donc vous êtes en porte-à-faux complète entre ce que vous prônez sur le plan professionnel et ce que vous voulez garder en tant qu'une personne individuelle. Et donc, les gauchistes, ils ne comprennent pas. Hein. C'est la fameuse phrase de Bossuet, « Dieu méprise ceux qui se plaignent, qui chérissent, qui se méprisent, qui se félicitent des conséquences, qui ont des difficultés avec les conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. Voilà. Et donc, c'est ça le problème. C'est le fait qu'ils sont inconséquents. Alors, je vais continuer parce qu'il y a bien sûr encore diverses choses. C'est bien sûr un problème grave. C'est qu'aujourd'hui, pas d'enfants, pas d'avenir. Et ce qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui tout le monde dit, alors j'entends les bonnes âmes dire, mais c'est partout la même chose, il y a un manque d'enfants un peu partout, etc. Ah bon? En réalité, et on l'avait vu, ça a commencé avec Hollande, poursuivi par Macron, et Roger Schwarzenberg nous l'avait développé à l'Assemblée nationale, c'est qu'en réalité, ça a été une politique où on a tapé dans les allocations familiales et surtout, on les a complètement occultées pour des gens qui avaient des grands revenus. Et ça, je peux vous dire, même à droite, il y a des gens qui ne comprenaient pas. Et j'ai même entendu sur une chaîne permanente en disant qu'effectivement, ce n'était pas normal de donner ça même à une femme qui gagnait 100 000 euros, etc. Ça n'a rien à voir. C'est le signe qu'on donne à une mère de famille pour effectivement avoir un enfant et permettre, je dirais, qu'à terme, les gens qui sont au travail par rapport aux gens qui sont à la retraite s'équilibrent. Voilà. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on doit véritablement, et j'espère que la prochaine campagne présidentielle sera extrêmement ferme à ce propos sur la nécessité de relancer la natalité. Et alors, certains disent, mais comment voulez-vous faire des enfants? Aujourd'hui, on ne sait pas si on va avoir la guerre. Enfin, c'est véritablement difficile, etc. Mais que je sache, la natalité française a remonté la pente en 1941. Absolument. Est-ce qu'à l'époque, on baignait dans la béatitude de la paix universelle de Kant? Non. Donc, il y a un moment, il faut arrêter avec toutes ces conneries que racontent à longueur de temps les chaînes et tous ces... Vous savez, il y a des émissions que j'écoute, ça m'amuse, parce que ça me permet de penser directement le contraire. C'est par exemple des journalistes qui sont les informés. Ben, il y a des moments, ils sont sacrément désinformés. Hein. Voilà. Mais donc, et il faut comprendre que là, c'est véritablement vital pour la France. Et donc, il est clair que, je dirais, il faut avoir, et ça c'est ma transition avec le monde déchaîné, il faut avoir donc être fort en interne, remettre la pyramide sur ses bases. Et maintenant, il ne faut pas croire, et ça c'est tout le problème de Macron, c'est un eurobéat. Mais c'est grave, un eurobéat.
parce qu'il poursuit un mythe, une construction européenne qui est en réalité utopique. Et on le voit très bien. Et d'ailleurs, il est le seul véritablement en Europe à le croire. Il y a même, je dirais, tout un tas de dirigeants allemands qui l'ont déjà mouché à plusieurs reprises. Il a fait 2 discours qu'il faut mentionner. Le 7 septembre 2017 sur le PNIX à Athènes, et puis le fameux discours à la Sorbonne en 2017. C'est quelque chose dans lequel il est complètement, je dirais, accaparé, pétrifié par l'Europe, c'est tout, c'est l'avenir. Mais on voit très bien que c'est complètement illusoire. Alors, il faut être clair. Ça ne signifie pas qu'il faut casser la baraque, mais ça signifie une chose, c'est premièrement, il y a beaucoup trop de compétences qui sont remontées du côté de Bruxelles. Ça, c'est Lisbonne. Hein, ça a été que je n'ai pas voté. Et surtout, il faut dégraisser l'Europe et que l'Europe se concentre sur quelques politiques et que le reste redescende aux États. Et que, alors certains vont dire, il faut appliquer le principe de subsidiarité. Et j'ai un internaute qui me dit toujours, mais c'est un principe fédéral. Peu importe. Le problème, c'est qu'il faut que l'Europe s'est élargie. Maintenant, elle doit maigrir. Elle doit se concentrer sur quelques politiques et pas davantage. Et en matière de défense, même Macron s'en est aperçu, bat les pattes Ursula von der Leyen. Elle n'a pas à s'en occuper. Ça doit être fait par les États et par la coopération entre les États. Alors, j'en viens maintenant, parce que j'ai bâti mon papier, mon intervention, c'était le 8 de ce mois, un dimanche. J'en viens maintenant au monde déchaîné. La France est enchaînée en intérieur et elle fait face à un monde déchaîné. Et alors là, il faut bien comprendre comment fonctionne aujourd'hui la planète. La planète, c'est devenu un village planétaire. Et donc, il faut savoir que, et vous le voyez d'ailleurs tous les jours, quand vous avez par exemple immédiatement des bombardements en Ukraine, vous avez immédiatement derrière les images. Lorsque vous avez quelque chose qui se passe au Japon, immédiatement, on voit l'intronisation de la nouvelle ministre. Le monde est devenu clos et surtout, il est devenu immédiat. Et donc, le problème pour les politiques, c'est de ne pas réagir immédiatement à quelque chose qui survient à l'autre bout de la planète sur lequel il n'a aucune information. Il doit apprendre à se taire et à ne pas faire de commentaires. Et surtout, à attendre qu'il ait les informations. C'est pas évident. Pourquoi ? Parce que vous avez le moulin médiatique qui harcèle littéralement. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Et on le voit sur les chaînes d'information permanentes, c'est un jeu assez pervers que l'on voit. Hein ? Que ça soit LCI, que je connais un peu, que ça soit les autres, que ça soit, bien sûr, maintenant, les chaînes en permanence, que ça soit France Info, etc., CNews et j'en passe les meilleurs, BFM, c'est immédiat. Et il faut tenir l'antenne. Et c'est là où vous allez avoir un ministricule qui va dire moi, je vais vous donner un entretien, alors qu'il aurait mieux de se taire. Et il faut réapprendre donc aux médias en disant attendez, c'est vrai, vous me racontez, mais pour l'instant, je n'ai aucune information et je ne ferai aucun commentaire. Parce que sinon, on est enchaîné et on va de plus en plus loin dans ce qui peut être, je dirais, une mauvaise interprétation et surtout avec des conséquences immédiates sur les relations. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des guerres un peu partout. Hein, un peu partout. Un jour, Kouchner m'avait dit, il y en a un peu moins qu'avant. J'ai dit, tu parles.
Il y en a partout. Il y a des conflits partout. Et ces conflits, il faut le savoir, ils ne sont pas interétatiques. Ce sont des conflits que Adolphe aurait qualifiés de Totalerkrieg, c'est-à-dire de guerre totale. C'est-à-dire que les conflits aujourd'hui sur la planète, ce n'est pas toujours les États directs. Enfin, on a quand même un problème entre la Russie et l'Ukraine. Mais ce sont des guerres par proxy, c'est-à-dire qu'on pousse les uns et les autres comme ça, et ça a toujours existé. Ce sont des guerres cyber qui se développent maintenant de manière outrancière. Ce sont des guerres qui font valoir, je dirais, un certain nombre d'ONG, où, alors là, c'est quand même un sacré problème. Il y a environ, si mes souvenirs sont exacts, 200 organisations internationales interétatiques. Pas davantage. Mais des ONG, des organisations non gouvernementales, il y en a plus de 20 000. Ah oui. Surtout. Et ces ONG, lorsque, écoutez les informations, un gouvernement va dire une chose. Immédiatement derrière, les journalistes vont donner la parole à une ONG qui va dire le contraire. Et l'opinion publique, les médias ont très souvent, je ne dis pas toujours, très souvent, je dirais, le penchant de croire ce que dit l'ONG Plutôt que contre la version officielle. Alors, attention, il faut être prudent. Moi, je prétends que sur certains sujets, notre gouvernement nous a menti. Mais je l'ai su après. Et donc, il faut se méfier. Ça ne veut pas dire aussi que les gouvernements ne sont pas capables de mentir. Ils le sont. Ils peuvent manipuler. Et la meilleure chose, ça a été pour moi, alors ça, quelque chose que je vais raconter, c'est, me souviens toujours, en commission des Affaires étrangères, Le Briand, qui était le ministre des Affaires, c'était pas Briand qui était le ministre des Affaires étrangères, il était ministre de la Défense. Et tout le monde nous répétait que, bien évidemment, pour arriver à une paix, il fallait que ça soit les accords de Minsk I et Minsk II, et que c'était le format Normandie, qui avait été appuyé, souvenez-vous, par la France, l'Allemagne, et il y avait donc l'Ukraine et la Russie. Et donc, tout le monde disait, c'est ça qu'il faut faire, il faut qu'on arrive à ramener la paix entre la Russie et l'Ukraine sur la base des accords de Minsk I et de Minsk II. Très bien. Et puis, en décembre 2024, on a entendu Madame Merkel nous raconter, urbi et orbi, que bien évidemment les accords de Minsk étaient du flan, du pipeau, et qu'en réalité ces accords avaient été concoctés uniquement pour gagner du temps et armer l'Ukraine. Et François Hollande, le trempé, n'est-ce pas, a dit en janvier que c'était vrai. Comment voulez-vous que les Popov, les Rousskis, puissent véritablement ensuite croire les Occidentaux quand on raconte des conneries pareilles? Et surtout en le disant, c'est dramatique. Et nous, moi je me souviens, là que je peux vous dire que j'ai été, pas bluffé, mais scandalisé. Parce que je me souviens pertinemment que Fabius ou Drian nous disait bien sûr que c'était la solution pour amener la paix. Et ensuite, on lui dit non, tout ça c'était un rideau de fumée et que c'était pour armer l'Ukraine. Et donc, d'ailleurs, j'ai toujours dit et toujours pensé, d'ailleurs, que j'espère un jour qu'il y aura des experts qui vont se pencher sur ce problème. Cette guerre n'est pas bleu-blanc. Et je vous invite, mesdames et messieurs, mes chers auditeurs, à aller consulter les articles qui ont été publiés en 1997 dans le New York Times par George Kennan, et qui a fait une lettre au département d'État, et qu'il a publié dans Foreign Affairs
en 1998, où il avait dit très clairement, si les États-Unis continuent cette politique, je dirais, où ils vont tirer les moustaches de nounours à longueur de temps, ça va mal se terminer. Et c'est ce qui s'est passé, ce qui ne veut pas dire, attention, hein, que ce que font aujourd'hui les Popov, comme je les appelle, mes chers amis russes, qui sont des soviétiques, ce qui ne veut pas dire que c'est tout à fait, ils essayent de mettre aujourd'hui l'Ukraine à genoux, hein, en tapant comme des sourds, et à mon avis, c'est pas comme ça qu'ils vont y arriver, mais parce qu'on sait très bien que les bombardements, ça c'est la thèse américaine, n'est-ce pas? Les bombardements, c'est ce qu'ils ont fait en Allemagne, ils ont voulu... Chez nous. Bon, on est allé jusqu'à Berlin, mais et ça, c'est les Russes qui ont pris Berlin. Mais ce qui est certain, c'est pas en bombardant à outrance les villes allemandes que l'armée allemande a levé les crosses en l'air. Ce n'est pas vrai. Vous avez raison. Bon, et donc, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir, notamment dans ce qui peut se préparer maintenant sur l'Iran, où effectivement, je crois savoir que bien évidemment, les Iraniens, je dirais, se battront. Si les Américains vont à terre, ça ne sera pas une partie de plaisir. Mais ce qui est clair, c'est qu'une fois encore, il faut savoir faire la part des choses et ne pas prendre, je dirais, rubis sur ongle, ce que disent nos gouvernements ou les ONG. Il faut toujours être très prudent à ce titre. Mais il est évident qu'aujourd'hui, on a des guerres que j'ai qualifiées de polymorphes. C'est-à-dire, elles sont globales en termes de moyens. Il y a les médias, il y a les organisations institutionnelles, les ONG dont je viens de parler, les gouvernements, ils sont nombreux, les religions, dont les églises, le crime organisé. Le crime organisé a des moyens fabuleux. On estime qu'ils sont capables de développer pratiquement 5% du PIB mondial. C'est énorme. Et ils n'ont pas de dette. Et ils n'ont pas de dette. Voilà, c'est ça, oui. Vous faites bien. Et donc, ça veut dire qu'ils sont capables de corrompre pratiquement toute la planète. Tout à fait. Et surtout avec des moyens fabuleux, puisque on vient de nous dire, là, qu'ils ont même... que notre marine a arrêté de véritables petits sous-marins qui étaient, je dirais, dans l'Atlantique et qui ramenaient la coke jusqu'à nos côtes, où il y a toujours, chose extraordinaire, des gens qui les récupèrent et qui ensuite les livrent à qui de droit. Tout à fait. Et parce qu'ils ont touché le pactole au début. C'est ce qui se passe d'ailleurs très souvent. Parce que nos amis néerlandais, comme je les connais bien, ont une certaine tendance à laisser passer pour autant que tout ce qui passe, peu importe, ils payent les redevances portuaires. Et donc, peu importe qu'il y ait de la coke, l'essentiel, c'est que ça passe chez eux et qu'ils prennent leur dîme au passage. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est effectivement que ces guerres que nous constatons, ce maelstrom dans ce village planétaire qui anime toute la planète, eh bien, ça crée beaucoup de confusion et surtout que nous n'avons plus de politique étrangère. C'est-à-dire que, vous savez, je crois que c'est dans Vigny en disant qu'il disait que diplomates et soldats iront toujours deux par deux. Eh bien, là, il est évident qu'il faut que la France retrouve sa politique étrangère et une politique étrangère qui est arrêtée à Paris, pas à Bruxelles, pas à Washington, pas à Moscou. Absolument. Il faut qu'elle soit. Et alors, c'est la raison pour laquelle et nous avons des atouts. Nous avons des atouts d'influence avec notre langue, avec notre culture. Mais quand je vois aujourd'hui... Les possessions maritimes. Oui, l'espace maritime à protéger, etc. Mais quand je vois qu'aujourd'hui, la France reçoit à Paris encore
tout un tas de, notamment le cravaté de Daesh, Al-Jallouli, qui vient de Damas, je suis stupéfait. Stupéfait. Et donc, alors il faut quand même savoir, on a renoué les relations diplomatiques, mais on n'a pas nommé d'ambassadeur à Damas. Il est à Beyrouth et il ne va pas régulièrement, il va régulièrement à Damas, mais il n'y réside pas. C'est bien. De toute façon, je crois qu'aujourd'hui, la Syrie est dans les mains d'un certain nombre de fous et que c'est Daesh qui y règne. Et de toute façon, Al-Jolani n'était rien d'autre qu'un des chefs de Daesh et qu'il a pris le pouvoir au sein de Daesh. Mais c'est un type qui manie ce qu'on appelle la taquilla, c'est-à-dire la dissimulation. Et bien évidemment, sous prétexte qu'il a mis une cravate, on l'a même reçu, Trump est tombé dans le panneau, et c'est un problème. Donc tout ça montre que on est aujourd'hui, j'ai dit un mot tout à l'heure, des conflits qui sont sur la planète, la Russie et l'Ukraine, la guerre israélo-palestinienne, on voit très bien. Ça me rappelle une phrase que nous avait dite un jour où il y avait eu un conflit au Proche-Orient, et Védrine avait laissé tomber d'un bruit sec et métallique. Une nouvelle fois, on constate qu'Israël a plus d'influence sur les États-Unis que les États-Unis sur Israël. Il avait raison. Et j'ai dit, t'as raison, mais on a un réel problème. On a un réel problème parce que c'est à la fois une guerre de religion avec des terroristes, hein, c'est évident, le Hamas en est, et bien évidemment, on dispute. C'est le général Gallois qui, dans le studio un jour, disait « Mais en réalité, tout ça, c'est grand comme 2 départements. » Et voilà. Grand comme 2 départements. Et donc, il y a une volonté de retrouver la terre des ancêtres des 2 côtés. Hein. Et de l'autre côté, également, la volonté de pouvoir, je dirais, vivre en paix. Mais ça me paraît véritablement un défi majeur et je ne suis pas certain qu'on y arrive. Alors là-dessus, on a, je l'ai qualifié dans mon approche, je l'ai qualifié l'hubris yankee. C'est pas nouveau, hein. L'hubris yankee, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le père Trump est un Monroe, qu'on connaît, qui avait fait une déclaration au début du 19e siècle, mais lui, c'est puissance 10. C'est ça, oui. Ouais. Mais, à mon avis, il risque d'avoir quand même des retours de bâton. Parce que, alors, premièrement, il faut dire que les Européens sont devant lui, je dirais, comme aurait dit Mao Tse-tung, des chiens couchants. Tout à fait. Hein, voilà. Alors même que de temps en temps, on avait envie de lui dire « Arrête ton char, non, hein, quand même. Tu pousses un peu trop loin. » Et donc, l'affaire du Groenland est ridicule. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Groenland est truffé. Bon, premièrement, les Danois, je dirais, je veux bien les aider, mais enfin, il faut savoir qu'ils ont joué un drôle de jeu. Ils ont signé avec les Américains des bases secrètes qui permettent aux Américains d'écouter toute l'Europe. Oui. Toute l'Europe. Et après, ils s'étonnent qu'ils sont pieds et mains vendus, je dirais, aux Américains. Et les Américains ont sur là-bas des bases importantes. Il n'y a pas, je dirais, il faut être sérieux. Alors, est-ce qu'ils vont l'acheter ? S'ils l'achètent, il va falloir que la France réclame, je dirais, un complément de prix pour la Louisiane. Oui. Parce que là, il est clair que, et ça c'est Napoléon qui a fait une connerie, on a vendu ça beaucoup trop bas
par rapport à tout ce qu'ils ont payé, par exemple, pour l'Alaska, et que si jamais ils veulent acheter la Groenland, on va dire « et nous, on veut un complément de prix ». Petite parenthèse sur la vente de la Louisiane, qui a été faite par Talleyrand, en définitive. Il faut voir la commission qu'a prise Talleyrand, je crois que c'est 16% du montant. Moi, ça ne m'étonne pas. Ça, je vais vous dire, le Talleyrand... Le bas dans la mer dans le bas de soie. Après. Ça, c'était pas avant, mais il a joué des rôles. Ah oui. Il savait véritablement, je dirais, joindre l'utile à l'agréable. Tout à fait. Il me rappellerait un hadith du prophète. Je l'ai déjà cité. Il va me dire, bah, c'est incroyable. Où est-ce qu'il est allé chercher ça? Et alors, c'est l'hadith du prophète qui dit, quand tu distribues du miel, il n'est pas interdit de te lécher les doigts. Et je trouve que là, le Talleyrand, il avait peut-être pas lu le Coran et les hadiths du prophète, mais il avait des doigts. Mais il avait déjà compris comment ça marchait. Voilà. Et donc... Jacques, il faut conclure. On ne va jamais conclure. Jacques, on n'a plus que 2 minutes. Eh bien, écoutez, je voudrais terminer par quelque chose qui m'a scandalisé et sur lequel, moi-même, un jour... J'ai acheté sur un marché de ma circonscription un bouquin qui est le summum, je dirais, de l'imbécilité islamique. Et ce matin, effectivement, j'ai lu un article où il y a des avocats qui, je dirais, font campagne contre les livres islamiques que l'on trouve sur les réseaux. Et dans laquelle ces livres disent « tue le mécréant ». Si d'aventure quelqu'un change de religion, tu lui coupes la tête. Hein? Et donc tout ça montre qu'aujourd'hui, je dirais la propagande islamique suit tout un tas de choses et qu'à la FNAC, ailleurs, ils ont diffusé des bouquins qui étaient scandaleux. Et donc, voilà, il y a par exemple, l'envoyé d'Allah a dit, celui qui change de religion, coupez-lui la tête. La grande mosquée de Paris qui vient de publier, soi-disant, quelque chose pour que le musulman vive en symbiose avec la laïcité, je peux vous dire que par ailleurs, vous avez tout un tas d'officines qui distillent la haine, la violence, et c'est assez incroyable. Et il faut citer à l'antenne Karine Chay et Lara Fatimi, qui sont des avocates, et qui se battent pour faire interdire ces diffusions. Et je leur dirais bravo, et je les soutiens à 1000%, parce qu'il y a un problème majeur avec cette diffusion de cette idéologie, et qui n'est plus qu'une idéologie, une religion mortifère. Jacques Miard, je vous remercie beaucoup. Alors, ça s'est coupé en 2 émissions, une émission qui a été enregistrée et qui va être diffusée cette semaine avec Jacques Hogar, colonel, et avec Jean-Michel Nolot, ancien banquier, membre du parti, pas du parti, excusez-moi. De l'autorité monétaire. De l'autorité monétaire. Prochaine diffusion, eh bien, le 17 mars, le à la 17 mars, aux mêmes heures. Merci Jacques Miard. Bonsoir.